Donc, je vais vous faire l'imagerie des tumeurs mésenchymateuses du rétropéritoine et donc ce qui nous intéresse plus particulièrement, les sarcomes. Donc d'abord, première chose, devant une tumeur du rétropéritoine qui est primitive, c'est-à-dire en dehors des organes, dans 80% des cas, elle est maligne. Elle est représentée pour 55% par les tumeurs conjonctives, donc 80% malignes, les sarcomes, avec en premier lieu les liposarcomes dans 40% des cas et en second lieu les léliomyosarcomes dans 25% des cas. Mais il reste quand même 45% représentés par les lymphomes, les tumeurs germinales extragonadiques, voire même les métastases de carcinome. Quelles sont les particularités en fait des sarcomes des tissus mous du rétropéritoine? Donc d'abord, comme les autres sarcomes, ce sont, comme la plupart en fait des sarcomes, ce sont des masses qui sont indolores. Donc finalement, comme elles se développent dans l'abdomen, on va les découvrir lorsqu'elles seront volumineuses. Deuxième chose, comme les autres sarcomes, elles respectent les barrières anatomiques. Le problème du rétropéritoine étant qu'il n'y a pas de barrière anatomique, étant donné que c'est extra-compartimental. Donc comment est-ce que ça va agir? Ça va refouler le seul sac qu'il y a, c'est-à-dire la cavité péritonéale, et par contre, ça va pouvoir s'insinuer dans tous les orifices qu'il peut y avoir alentour, c'est-à-dire il va bien falloir vérifier qu'il n'y a pas de hernie dans les défilés anatomiques. Ensuite, comme les autres sarcomes, c'est non lymphophile. Et enfin, le tropisme métastatique premier, comme vous savez, pour tous les sarcomes, le poumon. Donc l'imagerie, finalement, va être très importante. Donc d'abord, savoir quelle imagerie il faut faire pour le rétropéritoine. Ensuite, devant une grosse masse intra-abdominale, il va falloir déterminer si elle est vraiment rétropéritonéale ou intrapéritonéale. C'est la première chose à faire. Ensuite, orienter le diagnostic, avec en particulier rechercher si dans cette tumeur, en fait, on a du gras. Ça va être une bonne orientation. La certitude passera toujours par la biopsie qui, visant à ne pas faire d'effraction d'un compartiment, devra toujours se faire par abord rétropéritonéal. Ensuite, le bilan d'extension. Donc, en fait, c'est essentiellement donc, le poumon à distance et puis le péritoine à proximité. Et enfin, on verra comment est-ce qu'on surveille. Donc, qu'est-ce qu'on utilise pour le rétropéritoine? Finalement, le scanner, c'est toujours la bonne vieille technique qui marche bien, le scanner injecté. Pourquoi? Parce que le volume d'exploration est beaucoup plus important. Je veux dire, les IRM corps entier, jusque maintenant, on ne fait pas encore et on n'a pas la même résolution. C'est beaucoup plus long. Donc, le scanner reste en fait la technique à faire. Et puis, en plus de ça, comme on recherche du gras, on sait qu'on a une très bonne résolution pour analyser le gras, pour voir s'il y a des calcifications. Donc ça nous apporte en fait beaucoup d'éléments pour notre diagnostic. Par contre, bien entendu, sur certaines topographies, l'IRM sera importante. Au niveau du pelvis, pour connaître les rapports, on sait bien qu'avec des sphincters, avec ce genre de choses, on sait bien que l'IRM est meilleur, ou bien à proximité du rachis, pareil. Donc, affirmer la topographie rétropéritonéale. Donc, lorsqu'on a une grosse masse, le problème, c'est que quand elle est vraiment très grosse, on ne sait plus exactement. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à savoir si elle est intra ou rétro? Avec les rappels embryologiques. En fait, on sait que finalement, tous les organes, lors de l'embryologie, en fait, vont s'invaginer en fait, dans le sac qui est représenté par la cavité péritonéale. Et donc, les mésos vont connecter le rétropéritoine avec les organes. On sait ensuite qu'il va y avoir en fait, un accolement secondaire du côlon droit et du côlon gauche qui finalement vont correspondre à la limite postérieure de ce sac péritonéal. Donc le jeu pour nous sera de rechercher le côlon. On sait aussi qu'il y a un accolement secondaire du duodénum et du pancréas. Le rétropéritoine, donc c'est un mot finalement large, mais qui se poursuit en bas par l'espace sous-péritonéal, parce que, en fait, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire l'espace prévésical et les compartiments extra-péritonéaux du pelvis. Donc ça, c'était un petit rappel, mais je pense que vous avez compris. Donc voilà ici, donc ce qu'on a tendance à se dire, premier cas du haut, le rein est refoulé, forcément c'est rétropéritonéal. Ok. Par contre, devant, vous voyez, le rein est resté en place. Pour autant, on a une grosse masse. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si elle est rétropéritonéale ou intrapéritonéale? Cherchez le côlon. On voit que le côlon gauche est complètement que le côlon droit, est totalement déporté vers la gauche. Donc notre limite postérieure du péritoine se situe à cet endroit-là. Donc il s'agit bien d'une tumeur rétropéritonéale. Donc ici, un autre cas, on va en fait... ça va
Donc comme ça, donc on a notre côlon qui est ici, ici on a une tumeur qui commence, elle est là, notre côlon il est toujours là, on ne sait toujours pas, on continue. Finalement, on voit bien que notre côlon il passe bien devant, c'est bien encore une fois une tumeur qui est rétropéritonéale. Ici, donc, un autre cas, donc c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, ici, on a du gras, donc une masse, où est-elle? Le côlon est derrière. Finalement, on analyse bien, on voit qu'on a les vaisseaux qui passent devant. En fait, dans ce cas particulier, il s'agissait d'un liposarcome du mésocôlon. Donc, une fois qu'on sait que notre tumeur est rétropéritonéale, ce qu'il faut savoir, c'est est-elle primitive ou bien est-elle d'origine viscérale? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le rétropéritoine? Il n'y a pas grand-chose comme organe. Donc, ce qu'il y a le plus, au fait, c'est le rein. Donc, le signe de l'éperon est connu par tous. Ça veut dire que quelque chose qui se développe aux dépens d'un rein va faire un éperon. C'est le cas de l'adénocarcinome à cellules claires, comme vous voyez ici en haut. Là, l'éperon, c'est le fait d'avoir ce truc aigu qui se rattache en fait à la tumeur. Et donc ici, on se retrouve sur un sarcome viscéral. Vous voyez, on retrouve en fait cet éperon, même si pour autant c'est entouré. Par contre, on sait que classiquement les sarcomes du rétropéritoine, en fait, ça peut donner ça, mais vous savez comme moi que le cas le plus fréquent, c'est qu'on dirait que ça ne le déplace absolument pas tellement ça l'englobe. Alors que c'est bien de la tumeur qui englobe complètement en fait le rein. Donc, revenons à nos tumeurs primitives du rétropéritoine. Est-ce qu'on peut avoir une orientation diagnostique? En fonction de quoi? Il va falloir se dire, est-ce qu'on a d'autres choses sur notre scanner que ça? Là, par exemple, c'était une femme de 50 ans qui avait une adénomégalie susclaviculaire gauche. On fait en fait le scanner thoraco-abdominopelvien. On voit en fait cette masse rétropéritonéale qui engaine les gros vaisseaux, qui en fait refoule l'aorte vers l'avant. Ça, clairement, association avec des adénopathies, ça c'est un lymphome. À droite, donc le contexte totalement différent, on se retrouve avec une masse qui est volumineuse, qui est nécrotique, qui écarte les vaisseaux du rétropéritoine médian. C'est un homme qui a 28 ans, là il faut avoir des réflexes simples. Pensez bourse, donc ça c'est Sylvie qui me l'a appris, donc mettre la main au paquet. Donc ça peut être soit une métastase en fait d'un cancer du testicule en place, les tumeurs germinales, mais ça peut être aussi une tumeur germinale extragonadique. On sait que ça peut être dans le médiastin, mais également dans le rétropéritoine. C'est une topographie commune. Donc les réflexes, l'échographie testiculaire et puis faire les marqueurs tumoraux qui peuvent même permettre dans certains cas de faire le diagnostic sans être obligé de faire la biopsie. Parce que vous savez que chez l'homme, quand on a ces tumeurs germinales, elles sont toujours en fait malignes. Alors, maintenant, repassons à ce qui va nous permettre de nous orienter vers un sarcome. On a vu que le plus fréquent, en fait, c'est le liposarcome. Devant toute grosse tumeur, même tissulaire, on va essayer de retrouver un contingent graisseux macroscopique. Vous voyez ici, on a de la graisse macroscopique. C'était un liposarcome d'Edif, mais je veux dire, on pouvait déjà l'évoquer, ne serait-ce que pour avoir vu ça. Ici, un cas facile. On voit en fait une masse tissulaire en arrière en fait de la graisse qui a l'air infiltrée avec des septa. C'est un liposarcome du rétropéritoine, ça peut difficilement être autre chose. Vous voyez ici, on a une zone qui fait tissulaire ou pseudo-liquidienne, le gras est infiltré. Je veux dire, il faut bien voir qu'il y a l'effet de masse et puis il faut bien voir en fait que ce gras, il est pathologique aussi. Ici, un vrai cas. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. On continue à descendre. Donc le radiologue, en fait, ça, il ne l'avait pas trop vu parce que, en fait, il a continué. Là, il se dit certainement un petit ganglion dans la racine du mésentère. Il a continué. Et puis, splendide. Et il a dit, voilà, on a deux masses latéraux-pelviennes à confronter à un apathe. Enfin, c'était il y a un certain temps. Et donc, finalement, la personne a eu une chirurgie de ces deux boules, alors que, en fait, il s'agissait du cas typique du liposarcome clafoutis, c'est-à-dire que en fait, la pâte de ce gâteau est représentée par la composante bien différenciée graisseuse du liposarcome et donc tout ce qui est passé à l'as, qui est ici, et que finalement, les cerises du clafoutis sont les portions dédifférenciées du liposarcome. Donc ici, voilà deux cas un petit peu différents. Vous voyez, à gauche,
bah, finalement, c'est quelqu'un qui est gros, mais je veux dire, on a des gros, bah, qu'est-ce qu'on va remarquer? Ben, c'est que c'est symétrique, d'accord? On peut avoir un aspect un peu infiltré, en particulier les gens qui se sont fait opérer il n'y a pas longtemps, ou bien des petits vieux, mais il n'y a pas d'asymétrie, donc ça, c'est quelqu'un de normal. Alors que par contre, à gauche, ben, on va voir, il y a un effet de masse, je veux dire, on voit quand même, le gras est quand même plus infiltré, disons que c'est sur ce genre de détails qu'il faut savoir remarquer, c'est surtout l'effet de masse là quand même. Donc ici, voilà, je vous montre une lésion, donc elle est rétropéritonéale. Par contre, est-ce que le gras il a l'air bizarre? Bon, on voit même une ossification dedans. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait évoquer? Donc quelqu'un qui s'y connaît pas spécialement pourrait dire bon ben ça doit être un lipome. Mais donc il faut savoir une chose, c'est que, mais vous le savez, étant donné que vous êtes ici, un lipome du rétropéritoine est un liposarcome, jusque preuve histologique du contraire. Ça existe, de lipome du rétropéritoine, mais c'est toujours d'abord un liposarcome, et donc il faut vraiment avoir la biopsie avec l'amplification de MDM2 pour être sûr. Alors, est-ce que pour autant, quand on a du gras dans une tumeur du rétropéritoine, c'est forcément un liposarcome? Parce que dans ce cas-là, à quoi sert la biopsie si on est sûr? Vous voyez par exemple ici, on se retrouve avec une masse rétropéritonéale qui refoule vers l'avant en fait le rein, qui la graisse est bien en fait quand même infiltrée. Et puis, par contre, il faut s'attacher à regarder plusieurs choses. C'est-à-dire que on voit finalement qu'il y a des petits vaisseaux qui partent en fait du rein, et puis qu'il y a aussi des vaisseaux qui traversent en fait cette masse. Et ça, typiquement, c'est un angiomyolipome exophytique rénal. C'est-à-dire que en fait, on a la composante angio, c'est-à-dire on voit les vaisseaux, on a la composante lipo, mais on n'a pas la composante myo que normalement on aurait, et on n'a pas non plus le défect au niveau du rein qu'on aurait aimé trouver pour être sûr que ça parte de là. Donc, mais bon, voilà, ce qui montre que ça, on ne peut pas faire du 100%, on ne peut pas être sûr que ce soit forcément, même s'il y a du gras, un liposarcome du rétropéritoine. Ici, encore une fois, une image assez typique. Donc, en fait, cette fois, on voit encore une masse qui a l'air tissulaire, mais dans laquelle il y a du gras. Elle fait lobulée, et puis, surtout, ce qu'elle a d'assez typique, en fait, c'est sa topographie. On est en pré-sacré. Donc, ça, c'est... L'aspect est très typique, mais pour autant, on le biopsiera, parce qu'on peut se planter. C'est un myélolipome, d'accord? Donc, c'est-à-dire, on aurait pu faire une scintigraphie au technétium, qui aurait été un argument en plus, mais je veux dire, ça, c'est un myélolipome. Donc, le fait d'avoir du gras n'est pas forcément pathognomonique, il faut biopsier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on sait reconnaître comme texture? En fait, le stroma myxoïde. Alors, le stroma myxoïde, c'est quelque chose qui peut être complètement piégeant au scanner parce que ça a un aspect pseudo-kystique. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelque chose, finalement, c'est assez gélatineux. Donc, comme c'est gélatineux, pour nous, ça va faire comme de la flotte. Et puis, comme ça se rehausse de manière tardive, on peut très bien ne pas voir. Donc, au scanner, ça peut être piégeux. Et donc, en IRM, c'est comment? C'est comme ça. À gauche, vous voyez, on a un hypersignal T2 qui est plus intense que la graisse. Et puis, le rehaussement est variable, décrit souvent comme faible et tardif. Pour autant, si j'ai ce stroma myxoïde, est-ce que je vais pouvoir dire que c'est bénin ou malin? Non, parce que comme vous voyez, on peut avoir le liposarcome myxoïde, le sarcome pléomorphe, le schwannome, le neurofibrome. Ici, il s'agissait d'un ganglioneurome, voyez. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est soit du malin, mais on peut aussi avoir du stroma myxoïde dans les tumeurs desmoïdes, dans les léiomyomes, les iléomyosarcomes, voire même les rhabdomyosarcomes. Donc, encore une fois, on ne pourra pas se passer de la biopsie. Ici, un autre cas, donc on est en fait en pelvien, on a une masse chez une femme de 20 ans, donc déjà là je dois interpeller, et là en fait on va essayer de s'attacher à regarder les contours de la masse. Donc on voit bien que c'est une masse qui soit a l'air nodulaire, mais que surtout finalement elle a des bords qui sont infiltrants. Or, vous savez surtout que les sarcomes, comme ils respectent les compartiments, en fait ne s'infiltrent jamais sur le compartiment d'un côté. Donc le fait d'avoir cette espèce de petite queuette là qui part en direction d'un autre compartiment, ou bien d'avoir une flamèche qui part en direction du tissu sous-cutané, ça c'est très évocateur de ce diagnostic, c'est-à-dire la tumeur desmoïde.
Dans la tumeur desmoïde, on a généralement un contingent fibreux. Donc le contingent fibreux, c'est ce que vous voyez sur la gauche, c'est-à-dire quelque chose de fibreux. Là, on est sur une imagerie en pondération T2. Vous voyez que la vessie est blanche. Donc en T2, quelque chose de peu hydraté, de fibreux, va apparaître noir. Donc l'hyposignal T2 fibreux et le caractère infiltrant permet déjà de nous orienter le diagnostic sur la tumeur desmoïde. Alors ensuite, qu'est-ce qui va pouvoir nous orienter aussi? La topographie. Vous voyez ici, on est sur un scanner de l'abdomen. On a notre veine cave qu'on a ici. On descend, elle est élargie. C'est encore plus élargi. Et puis ici, ça revient. Forcément, je veux dire, un thrombus juste cruorique ne ferait pas ça. On pense en fait au leiomyosarcome. Donc quelque chose qui va être... on sait que les leiomyosarcomes, quelque chose qui est gros, volumineux dans le rétropéritoine, qui peut être très hétérogène et puis qui va avoir tendance à aller dans les vaisseaux à côté, c'est souvent un leiomyosarcome. Là, en fait, c'est un leiomyosarcome de la veine cave. Finalement, c'est que 7% de l'ensemble. Mais déjà sur la veine cave, on peut évoquer ce diagnostic. Donc, la particularité de ce leiomyosarcome, c'est que on va avoir en fait un thrombus qui serait, c'est-à-dire c'est un thrombus qui est tumoral, d'accord? Donc là, on le voit bien, que ce soit en IRM à gauche ou au scanner à droite. La topographie donc, va aussi pouvoir nous orienter en fait, sur d'autres lésions du rétropéritoine. Donc quelque chose qui va être très près du rachis, qui va être hypervasculaire. Alors j'avoue que c'est quand même inconstant, parce qu'on est à droite là, on a cette tumeur. Dire qu'elle est hypervasculaire, c'est pas super facile, on aurait attendu mieux, mais toujours est-il, elle est vraiment contre le rachis, elle soulève vers l'avant en fait la veine cave. Ici, c'est beaucoup plus typique, on voit le caractère hypervasculaire et contre le rachis, donc ça doit nous faire penser à un paragangliome. Donc, vu qu'on est vachement malin, maintenant on va jouer. Donc, voilà 3 images, donc il faut deviner où est le sarcome, où est le lymphome, où est en fait sarcome, lymphome, tumeur germinale. Donc ici, on pourrait se dire, tiens, j'ai quelque chose autour des vaisseaux. Ça, je vous en ai pas parlé, mais est-ce que ce ne serait pas une fibrose rétropéritonéale, peut-être tumorale? C'est bizarre. Ici, on serait bien sur... ça pourrait bien coller avec un sarcome ou un lymphome, on ne sait pas. Puis là, gros hétérogène, c'est ce que j'avais tendance à dire, ce ne serait pas un leiomyo, bon. Et puis, finalement, il y a des biopsies. Et sur la biopsie, là, c'est le sarcome. Ici, c'est le lymphome. Et puis, ici, c'est la tumeur germinale. Donc, en fait, ça veut bien dire qu'on ne peut pas se passer de la biopsie. Donc, ça veut dire que dès qu'en fait, on a une suspicion, il faut que ce soit envoyé en centre spécialisé pour valider en RCP la biopsie, pour qu'elle soit faite dans de bonnes conditions, par voie rétropéritonéale. Et ensuite, si ce n'est pas le bon diagnostic, on réoriente vers le bon service. Donc, biopsie par abord postérieur. Alors, vous voyez, comme ici, donc au scanner, mais parfois ça peut être même fait en échographie, parce que parfois c'est tellement volumineux. Si vous voyez bien que le côlon est complètement refoulé en controlatéral, vous n'êtes plus obligé de passer au travers du dos, quoi. Mais là, il faut voir en fait avec votre chirurgien ce qu'il arrange pour l'endroit où vous passez. Mais classiquement, corrige-moi Sylvie, vous retirez pas on ne retire pas sur le rétropéritoine le trajet par lequel on est passé, parce qu'on n'a pas de cas en fait, de récidive sur un trajet protégé par la coaxiale, mais ça, on vous l'a déjà expliqué hier, donc je ne reviens pas dessus. Mais forcément, c'est la base. Et des gros morceaux, mais bon, je ne reviens pas dessus. Donc, l'imagerie, donc, on a vu que ça servait donc à orienter le diagnostic, à faire la biopsie, mais aussi à faire le bilan d'extension. Le bilan d'extension loco-régional, c'est le scanner abdominopelvien avec injection. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de valider la chirurgie ou non, parce que si l'artère mésentérique supérieure est totalement englobée, je veux dire, on n'aura forcément pas, c'est pas une indication chirurgicale. Et s'il y a une sarcomatose, même si on fait une chirurgie, ça voudra dire qu'on est dans du palliatif, donc pas forcément la même chirurgie si on décide de la faire. Et puis forcément, ça permet de planifier la chirurgie, donc ça va déterminer en fait la taille, l'extension au travers des défilés anatomiques qui sont absolument... c'est vraiment très important de les regarder, surtout en fait dans les liposarcomes,
étant donné que c'est de la graisse. Et puis, peut-être qu'on rajoutera une IRM si on veut savoir mieux les rapports avec le pelvis ou bien des rapports avec l'os. Donc voilà ici un cas de sarcomatose. Sarcomatose, ça veut juste dire dissémination intrapéritonéale, c'est la carcinose du sarcome quelque part, mais qui a comme particularité différente, c'est qu'elle est sèche. Généralement, en fait, on n'a pas d'acide associé, et puis ça va faire des grosses boules en faible nombre ou des plus petites boules. Donc je veux dire, c'est plus difficile à trouver parce que je veux dire, si on ne sait pas qu'on le cherche, on peut se planter plus facilement sur la carcinose où l'acide, en fait, nous incite à regarder quand même. Quoi ? Sinon, tu regardes pas. Non, moi je regarde pas trop, non. Et donc là, en fait, vous voyez, cette grosse masse, on a le départ, vous voyez, en haut à gauche de l'artère mésentérique supérieure, on la suit, on voit bien qu'il y a de la tumeur des deux côtés. Bon, là, c'est pas une bonne indication chirurgicale. L'extension au travers des défilés anatomiques. Vous voyez ici, c'était un liposarcome du scrotum. Il ne faut pas oublier de regarder en fait, l'espace pelvien sous-jacent. Nombre de patients en fait, qui se font opérer plusieurs fois de hernie et puis qu'au final, en fait, non, il y avait un liposarcome qui poussait et puis on a vu que la hernie du liposarcome. Et donc, on a fait un joli R2. Là, ici, un autre cas, là, c'était plutôt finalement un sarcome des tissus mous, mais qui avait une extension intrapelvienne par l'échancrure sciatique. Bon, donc là, voilà, c'était pour montrer un autre cas. Bon, ici, pour montrer la supériorité de l'IRM, on voyait mieux quand même que sur le scanner, en fait, l'extension dans le foramen intervertébral, dans le foramen, enfin, le trou de conjugaison, en fait, avec l'IRM. Ensuite, le bilan d'extension à distance, c'est le poumon. Donc, c'est pour ça que finalement, avec un TAP, on est parfait pour l'exploration d'un sarcome du rétropéritoine. Alors, ça peut faire des localisations dans le foie. C'est beaucoup moins fréquent quand même que pour les sarcomes viscéraux, et surtout avec les léios. Ensuite, forcément, ça sert à regarder le péritoine, à rechercher la sarcomatose. Et puis, encore une fois, en fait, ce n'est pas lymphophile. Donc, généralement, quand on a des ganglions, ils sont réactionnels, même si on a tous des cas de chasse, où il arrive parfois qu'un ganglion puisse atteindre, mais normalement, il n'y a pas, et normalement, on ne recherche pas. Ensuite, la surveillance après traitement chirurgical, ce sera le scanner thoraco-abdominopelvien injecté tous les 6 mois. En sachant que l'apparition de métastases sera le plus souvent en fait pulmonaire, c'est de l'ordre de 20% à 50%, donc surtout pour les sarcomes non liposarcomes. Et puis forcément, on recherche la rechute locale, d'où l'importance de la qualité de la première exérèse, d'où l'importance de la prise en charge en centre spécialisé avec des équipes entraînées. Donc voilà, pour illustrer qu'il faut des équipes entraînées, donc une histoire banale. Donc voilà, ça fait penser quand même à un liposarcome. Il y a une biopsie, génial, ça revient à liposarcome. Là, c'est pas envoyé en centre, mais par contre, le chirurgien fait pour le mieux, comme souvent les chirurgiens disent. Et donc, il y a le scanner d'après, on voit que visiblement, c'est du R2. Il y a eu une effraction, étant donné qu'il reste le rein forcément, puis il ne reste pas que le rein, il y a aussi en fait une grosse masse rétropéritonéale à coller. Donc R2, forcément effraction tumorale. Cette fois, c'est envoyé en centre spécialisé pour la suite de la prise en charge. Donc cette fois, il y a une reprise chirurgicale qui est large, carcinologique, avec au scanner post-opératoire. Ah, il y a du gras. Ben oui, mais ça, c'est l'épiplosplastie, d'accord ? Donc ça, c'est un piège pour radiologue. Mais en fait, l'épiplosplastie, on sait la reconnaître. Donc, ça se passe bien. Il y a radiothérapie post-opératoire, une surveillance. Et puis, ce monsieur, on le suit. Et puis, un jour, en fait, il se sent une petite boule. Il y a une IRM parce qu'en fait, c'est au niveau de la paroi. Puis, finalement, il fait une récidive pariétale qui était la cicatrice de la première intervention qui avait été contaminée par l'effraction tumorale. Donc, en message, pour ce qui est des tumeurs rétropéritonéales, on sait que 80% c'est malin, mais c'est pas toujours du sarcome. C'est sarcome, lymphome ou tumeur germinale. Donc forcément, il faut rester modeste et passer par la biopsie. L'imagerie oriente le diagnostic. On peut quand même savoir raisonnablement dire qu'il s'agit d'un liposarcome, mais on le biopsiera quand même. Après qu'il y ait eu un avis en RCP en centre spécialisé. La certitude diagnostique, vous l'avez compris, biopsie par voie rétropéritonéale guidée par l'imagerie pour ne pas risquer de contaminer un autre compartiment. Le bilan d'extension, c'est le scanner injecté.
pour les critères de non-résécabilité artère mésentérique supérieure et sarcomatose, et pour planifier la chirurgie, les défilés, IRM si on a besoin, et puis à distance le scanner thoracique. Et donc, vous le savez tous, la prise en charge des sarcomes est multidisciplinaire. Dès qu'on les évoque, il faut les envoyer en centre spécialisé pour la suite de la prise en charge. J'ai fini.